À 4h12, la caméra du quai privé s'est brouillée comme une vitre sous la pluie, alors que le ciel était parfaitement clair. Je tenais sa clé de cabine dans la main, un petit losange d'or gravé, quand la silhouette du ministre a glissé entre deux Range Rover aux vitres fumées et s'est dissoute dans le reflet des yachts. Je l'avais quitté 30 minutes plus tôt, dans la suite lambrissée de l'hôtel particulier, odeur de cuir tiède et de vieux cognac. Sur la table basse, il avait laissé sa montre en platine, un geste calculé pour faire croire à un retour. « Si je tarde, prends le coffre », avait-il soufflé, et son regard avait pesé sur moi plus lourd que la broche Art Déco à mon col. Le port chuchotait. Amarre qui grince, pavillon qui claque, chuchotement de valet ganté. Un parfum d'iris, le sien, traînait encore sur ma manche. J'ai vu passer un attaché en manteau de cachemire qui ne venait jamais sans lui. Il a allumé une cigarette, tiré 2 fois, puis l'a écrasée sans la regarder, comme on écrase un souvenir dangereux. Le yacht noir s'appelait Silence doré. Les hublots miroitaient, froids, tandis qu'un marin pliait des serviettes immaculées comme des promesses qu'on n'osera pas tenir. Mon téléphone vibra, un message sans signature, 3 mots seulement. Chambre 713 Hélène. Le nom de sa mère, le code de notre fuite. Et, sous mon pouce, une seconde vibration que je n'attendais pas. J'ai relevé la tête. La passerelle venait d'être tirée, alors qu'il n'était pas monté. Un cliquetis sec a verrouillé quelque chose que je ne voyais pas. Au bout du ponton, un homme a essuyé la poignée d'acier avec un mouchoir de lin et m'a offert un sourire vide. Le quai s'est tu, net, comme si l'eau elle-même retenait son souffle. Le ministre venait de disparaître. Je m'appelle Élise. Dans sa vie officielle, je n'avais pas de nom. Dans la mienne, il occupait toutes les syllabes. Nous nous étions trouvés dans la pénombre d'une vente privée, autour d'un écrin de saphir. Il m'avait parlé du poids des dossiers qui ne s'ouvrent qu'avec des silences. Et j'avais compris que le pouvoir rend chaque geste coupant comme du cristal. Son monde portait des gants, chauffeur muet, ascenseur privé, clés remises sur plateau d'argent. Les dîners s'achevaient en murmures, et les bracelets brillaient comme des menottes élégantes. Il riait peu, mais quand il riait, on lui obéissait. Avec moi, pourtant, il déposait sa cravate comme une armure, et l'odeur d'iris remplaçait l'odeur des bureaux fermés. Je n'étais pas naïve. J'ai appris ses codes, ses absences, ses retours tardifs avec la mer encore au bord des lèvres. Il disait « Si je disparais, ce sera par excès d'ordre, pas par chaos. » Alors je notais des noms, des lieux, des heures, comme on récolte des éclats de verre après un choc, en silence, prudemment, sans saigner. Le soir où il a cessé de répondre, la ville brillait d'un luxe insolent. Dans ma poche, la clé du coffre, 713, Hélène. Dans ma gorge, une prière sans église. Ce n'était pas seulement un homme qui manquait, c'était une architecture entière d'alliances, de promesses et d'ombres. Et j'étais devenue, malgré moi, le couloir secret de sa vérité. Si je parle aujourd'hui, c'est pour laisser une trace plus nette que les gants qu'on brûle. Je ne détiens que ce que j'ai vécu, des chambres feutrées, des yachts trop silencieux, des sourires trop polis. Le reste, nous allons l'ouvrir ensemble, tiroir après tiroir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de nous dire en commentaire de quel pays et quelle ville vous nous regardez. La dernière fois que je l'ai vu, le salon du palais résonnait d'un calme artificiel. Les boiseries anciennes semblaient garder le secret de conversations trop lourdes, et les verres de cristal s'entrechoquaient à peine, comme si même l'alcool craignait d'être entendu. Il portait un costume gris perle, ajusté à la perfection, mais ses yeux trahissaient une fatigue que personne n'osait nommer. Il saluait ses pairs avec un sourire convenu, chaque poignée de main pesée, chaque mot millimétré. Mais je le connaissais assez pour voir le léger tremblement de ses doigts, ce tic discret qu'il ne montrait jamais en public. Son rire sonnait creux et sa voix se brisait par instants, comme si elle portait un poids trop lourd à cacher. Je l'observais depuis ma place, caché derrière un bouquet d'orchidées. Nous n'étions censés échanger aucun regard, et pourtant, ses yeux m'ont trouvé. Une fraction de seconde. Suffisante pour comprendre qu'il était déjà ailleurs, qu'il n'était plus dans cette salle saturée de pouvoir et de faux éclats. Son esprit suivait une autre piste, invisible à tous, sauf à moi. Quand il s'éclipsa discrètement, les autres invités ne remarquèrent rien. Seule une serviette de lin, négligemment laissée sur le rebord d'un fauteuil, trahissait sa hâte. Je l'ai suivi, à distance,
Ses pas résonnèrent dans le couloir au tapis feutré, rythmé mais pressé, comme s'il fuyait quelque chose de plus fort que lui-même. Dans l'ombre, j'ai vu un conseiller s'approcher, lui tendre une enveloppe scellée. Il l'a glissée dans la poche intérieure de sa veste sans même l'ouvrir, hochant simplement la tête. Leur échange fut bref, trop rapide, comme si les mots pouvaient être mortels. Puis il a repris sa marche, le dos droit, mais les épaules légèrement affaissées. Au détour d'un escalier, il a croisé un magnate de l'énergie. Leur poignée de main a duré plus longtemps que nécessaire, les regards se sont accrochés. J'ai surpris un mot, à peine chuchoté, « câble ». Rien de plus. Mais ce mot vibrait en lui comme une alarme silencieuse. Il n'était plus question de politique, mais d'un secret enfoui dans des profondeurs interdites. Son chauffeur l'attendait dans la cour intérieure, portière ouverte. La nuit était fraîche, la lune se reflétait sur la carrosserie noire comme un diamant glacé. Avant de monter, il a marqué un arrêt, observant les balcons environnants, comme s'il cherchait une silhouette, un témoin, une menace. Puis il est entré dans la voiture, le visage figé. Je me suis approchée assez pour entendre un fragment de sa voix. « Port privé, 4 heures ». Ces mots m'étaient adressés, sans qu'il me regarde, comme une prière confiée au vent. Le chauffeur a démarré, et les pneus ont crissé légèrement sur le gravier, bruit discret mais chargé de tension. J'ai senti, à ce moment précis, que le compte à rebours avait commencé. Je l'ai suivi jusqu'au quai, à travers une ville assoupie mais toujours illuminée de néons et de reflets dorés. Chaque feu rouge paraissait un piège, chaque virage un détour calculé. Il n'était plus simplement un ministre. Il devenait une cible mouvante, consciente de chaque seconde qui s'écoulait. Moi, j'étais son ombre involontaire. Quand il est descendu au port, l'air marin l'a enveloppé d'un voile salé. Il s'est arrêté un instant, comme pour graver l'instant dans sa mémoire. Puis il a avancé vers le yacht silencieux, silhouette droite mais vulnérable. Un homme au sommet du pouvoir déjà happé par l'invisible. Ce fut la dernière image que j'ai eue de lui. Une disparition en marche, une énigme encore ouverte. Les secrets ne naissent pas dans le noir. Ils y prospèrent. Les siens avaient l'odeur du cuir neuf et du papier verger, le cliquetis feutré des coffres et la caresse tiède des voilages tirés en plein jour. J'ai commencé par les miettes. La broche art déco, passée de main en main comme un talisman, une facture d'hôtel glissée dans la doublure d'un manteau, un rendez-vous noté en latin dans l'agenda d'un conseiller. Tout pointait vers la même géométrie, une ligne qui partait de lui et filait vers un cercle dont je n'apercevais encore que l'ombre. Héritier impatient, milliardaire jaloux, épouses qui savent, amants qui se taisent. Dans mes notes, j'ai tracé 3 colonnes. Luxe, pouvoir, interdit. À l'intersection, revenait sans cesse un nom d'héritière aux yeux clairs, habituée aux yachts qui ne touchent jamais la houle. Elle riait rarement et regardait toujours le temps qu'il fait sur des îles où il ne pleut que sur les autres. On la disait philanthrope, on la savait propriétaire d'un hôtel privé où l'on célèbre des bals dont les masques ne sont retirés qu'après avoir quitté les lieux. J'ai trouvé sa signature sur un reçu discret. Restauration d'un coffre ancien, numéro 713. Une coïncidence trop bien élevée pour n'être que du hasard. Les amours interdits, dans son monde, s'écrivent avec l'encre de l'utile. J'ai appris qu'avant moi, il existait une promesse brisée, scellée par une bague au diamant jaune qui ne fut jamais offerte. La bague avait disparu la même année qu'une assistance ministérielle s'était reconvertie dans le privé. Soudain très riche de silence. On disait que le ministre avait choisi la raison d'État. Je voyais plutôt la peur d'un scandale dont la mèche n'attendait qu'un souffle. J'ai touché la boîte vide de cette bague. Elle grinçait comme une douleur qu'on ferme mal. Un soir, j'ai reçu un email sans texte. Une seule pièce jointe. Une photo au grain froid. Il y apparaissait sur le pont d'un yacht. Pas le nôtre. À son bras, une silhouette féminine masquée d'un oiseau d'or, dans le style vénitien, et derrière eux, un homme au visage flouté tenant un dossier estampillé d'un écusson bancaire. Le fichier portait un nom banal, Diner 2. JPG. Mais ces métadonnées disaient l'adresse d'une marina privée et l'heure exacte où, ce même soir, il m'avait juré être en réunion de crise. Je n'ai pas pleuré. J'ai archivé, puis j'ai recopié la latitude et la longitude dans mon carnet, à l'encre bleue. Les scandales enfouis s'empilent comme des couches de vernis sur un meuble ancien. J'ai décapé. Une fondation caritative dont le siège social existe surtout sur le papier.
un contrat de câble sous-marin attribué à une société écran dont l'IBAN s'égare dans une banque sans guichet, une série de dîners sous l'égide d'un club où l'on n'entre qu'avec les noms de ceux qui n'y entreront jamais. Là, un témoin m'a parlé, un maître d'hôtel aux cheveux argent, qui se souvenait de la façon dont il tenait sa coupe, toujours par le pied, jamais par le calice, et de la femme qui, ce soir-là, avait signé l'addition avec un stylo de collection, le même modèle que celui qu'un conseiller avait fait glisser vers lui à la réception du palais. J'ai cru d'abord à une double vie banale, faite de chambres d'hôtel et d'usures élégantes. Mais l'interdit, ici, avait une autre texture. C'était la matière d'un pacte. Dans son coffre, 713, Hélène, j'ai trouvé des copies de courriels, des relevés de comptes en cascade et surtout un carnet mince, relié de cuir bleu nuit. Sur la première page, une liste de prénoms barrés, suivie de dates et de chiffres qui n'étaient ni des montants ni des téléphones. En marge, une phrase de sa main. « L'amour est un alibi quand la vérité ne sert plus. » J'ai relu la phrase jusqu'à ce que les lettres vacillent. Les triangles amoureux dessinent des cartes. Le sommet A, lui. Le sommet B, l'héritière aux yeux clairs. Le sommet C, moi, pensais-je. Jusqu'à ce que le carnet me livre un quatrième point, hors du triangle. Un conseiller de l'ombre, discret au point d'être muet, dont le nom n'apparaissait jamais seul, seulement adossé à celui de famille vieille, comme des titres d'archives. Il n'était pas amoureux, il était la gravité qui tenait la figure en place, l'astre noir autour duquel tout tournait. C'est lui que l'héritière appelait le notaire, même s'il ne l'était pas. Les objets de luxe disparus formèrent la poussière d'or de l'affaire. Une montre en platine jamais récupérée à la joaillerie, une paire de boutons de manchette en onyx égarés après un bal masqué, une écharpe de soie retrouvée sur un fauteuil d'angle dans une suite où personne n'était censé dormir. Chaque manque était une balise. J'ai suivi ces balises jusqu'à un hôtel privé où la nuit se loue par tranches de silence. Là, dans un salon rouge cerise, j'ai croisé l'héritière. Elle a regardé ma broche, a reconnu sa provenance, a souri sans chaleur. « Vous tenez à ce que l'on se souvienne. » Je lui ai répondu qu'on ne vole pas l'oubli à ceux qui savent l'acheter. La première fissure est venue d'un témoignage que je n'attendais pas. Une gouvernante, licenciée après 15 ans, pour confusion des clés. Elle m'a décrit un soir de décembre où le ministre et l'héritière étaient entrés séparément par 2 portes distinctes et sortis ensemble par un escalier de service, juste après qu'un coffre, au sous-sol, eût été refermé. Il portait des gants trop petits, dit-elle, et elle, un regard trop grand. Elle m'a confié une clé plate dont elle n'avait jamais trouvé la serrure. Je l'ai glissée contre ma peau, dans ma manche. Le métal était tiède, comme s'il avait attendu longtemps. La nuit suivante, j'ai rêvé de la mer. Au réveil, j'ai su que leur secret tenait moins à la passion qu'au chantage. L'amour n'était pas la cause. Il était l'outil. On promet un yacht, on accorde une faveur, on échange des documents à l'abri des regards, puis on garde une copie, on photographie une main sur une taille, on retient une mèche de cheveux dans une brosse en argent. Il disparaissait parce qu'il avait trop promis, trop pris, trop su. Et moi, dans le miroir, je voyais déjà la prochaine disparition. La mienne, si je ne trouvais pas vite la serrure que la clé plate exigeait. Je l'ai juré à voix basse. Je n'accepterai pas d'être la note de bas de page d'une histoire écrite par d'autres. J'ouvrirai le coffre qu'ils ont oublié de compter. Puis je parlerai, quoi qu'il m'en coûte. On dit que le pouvoir se partage autour de tables longues comme des pistes d'atterrissage, mais moi je l'ai vu circuler dans des chuchotements, des regards trop appuyés, des silences prolongés. Les réunions se tenaient dans des suites sans fenêtres, où les horloges semblaient arrêtées exprès. Là, il prenait place, non pas comme un homme, mais comme une fonction incarnée, pesant chaque souffle. Les convives n'étaient pas des amis, politiciens aux sourires gelés, magnates aux montres étincelantes, héritiers dissimulés derrière des verres de cristal. Chacun avait une promesse à donner et une menace à retenir. Lui, au centre, feignait la légèreté, mais ses yeux balayaient la pièce comme des phares qui cherchent des écueils invisibles. Dans ce cercle, chaque geste était codé. Un cigare allumé signifiait une concession, un toast levé, une alliance. Les couverts résonnaient comme des signatures de contrat. Quand il faisait tourner son verre de vin sans boire, je savais qu'il refusait une proposition. Mais quand il souriait à peine, lèvres serrées,
C'était l'acceptation muette d'un marché dont le prix restait à fixer. J'ai surpris un conseiller s'approcher de lui avec un dossier relié de cuir noir. Pas de mots, juste un hochement de tête. Le dossier passa de main en main, jusqu'à disparaître dans une mallette posée au sol. Tout semblait si fluide, si rodé, comme une danse de spectres. Mais ses doigts tremblaient quand ils quittèrent la surface du cuir. Le cercle du pouvoir ne tolérait pas les absents. Quand un magnate de l'énergie ne vint pas, on servit malgré tout son couvert, jusqu'au dessert, comme si son fantôme participait encore. Lui me souffla « On ne quitte pas la table, même mort ». J'ai compris que le cercle n'était pas seulement une réunion. C'était un serment, plus fort que la loi, plus lourd que l'amour. Ce soir-là, j'ai vu apparaître une figure nouvelle, un banquier discret dont le visage s'effaçait dans l'ombre. On l'appelait seulement le notaire. Il ne parlait presque pas, mais ses regards faisaient plier les conversations. Chaque fois que ses yeux rencontraient ceux du ministre, ce dernier baissait imperceptiblement la tête, comme s'il acceptait un verdict invisible. Après minuit, le champagne coulait encore, mais les rires avaient disparu. On échangeait des chiffres, des lieux, des noms de sociétés écrits sur des serviettes qu'on brûlait ensuite dans les cheminées. Moi, dissimulé derrière une porte entr'ouverte, je copiais mentalement les fragments. Une île sans taxe, un câblage sous-marin, une villa en Toscane. Rien n'était dit directement, tout se devinait. Il m'a retrouvé dans le couloir, l'air éteint. « Ils savent pour nous », a-t-il murmuré. « Pas tout, mais assez pour me tenir. » J'ai voulu le convaincre de fuir, de rompre la spirale. Il a caressé ma joue avec une tendresse brisée. Partir, c'est avouer. Rester, c'est jouer. Il a choisi de jouer, mais ses yeux me demandèrent pardon. Le cercle l'enveloppait, l'absorbait, comme une mer sombre qui avale les navires. Ses silences étaient interprétés, ses gestes analysés, sa présence condition de l'équilibre. S'il manquait, c'était toute l'architecture qui risquait de vaciller. Je l'aimais, et pourtant je sentais qu'il n'était plus à moi. Il appartenait à cet anneau d'or et d'ombre. Cette nuit-là, en quittant la suite, il serra ma main d'une force inhabituelle. « Si je tombe, souviens-toi, le cercle ne pardonne pas, il recycle. » Ces mots résonnent encore en moi, comme une prophétie, car je savais qu'en disparaissant, il ne brisait pas seulement une histoire d'amour. Il rompait un équilibre fragile, et tout le cercle chercherait à se refermer sur son absence. Après sa disparition, les couloirs dorés se sont refermés comme des tombeaux. Les journaux parlaient de voyages, de repos, d'agendas secrets. Moi, je savais que ces mots n'étaient que des écrans. Alors j'ai suivi les traces qu'il avait laissées, non pas des empreintes visibles, mais des absences, des vides trop parfaits. Chaque silence devenait une piste. Le premier indice m'a mené au port. Les caméras avaient mal fonctionné cette nuit-là, brouillées au moment précis où il montait vers le yacht. J'ai insisté, et un technicien m'a confié qu'on lui avait ordonné d'effacer une séquence. Il avait gardé une copie sur une clé USB par défi muet. Dessus, on devinait une silhouette qui n'était pas la sienne, montant à sa place. Le ministre disparaissait tandis qu'un autre, vêtu de la même coupe de manteau, prenait sa place. La police officielle refusa mon témoignage. « Absence volontaire », conclurent-ils. Je compris que l'enquête était interdite avant même d'exister. Des pressions, des regards fermés, des phrases inachevées. À chaque commissariat, la même consigne, classée, comme si l'État entier avait juré de ne pas chercher. Moi, je ne pouvais pas me taire. Dans les salons privés, on murmurait qu'il s'était enfui avec une maîtresse ou qu'il avait vendu des secrets à l'étranger. Mais dans les dîners, les verres se levaient trop vite quand son nom surgissait. On fuyait le sujet avec un empressement coupable. Le silence collectif criait plus fort que n'importe quelle accusation. J'ai retrouvé un de ses collaborateurs, un secrétaire qui l'admirait. Il m'a parlé à voix basse, dans une librairie déserte. Il m'a confié avoir vu des dossiers estampillés « Confidentiel défense » disparaître de son bureau 2 jours avant. Puis il a tremblé, s'est tu, et m'a supplié de l'oublier. Quand je l'ai rappelé une semaine plus tard, son numéro n'existait plus. Les pistes me conduisirent aussi aux banques. Un compte figé, un autre vidé dans la nuit même de sa disparition. Les relevés indiquaient des transferts vers des sociétés écrans aux noms trop propres. Aurora Investments, Blue Haven. Mais derrière ces façades, je reconnaissais les initiales d'alliés politiques, dissimulées comme des signatures fantômes. Les pressions se faisaient plus lourdes.
Une voiture noire stationnait sous mes fenêtres. Un appel muet me réveillait chaque nuit à la même heure. Un bouquet de lys, ses fleurs préférées, fut livré sans carte. J'ai compris qu'on ne me surveillait pas seulement. On me rappelait subtilement que je n'avais aucun droit de chercher. Pourtant, j'ai trouvé un carnet oublié, dans une poche de veste qu'il m'avait confié. Les pages, en apparence vides, révélaient à la lumière d'une bougie des notes écrites à l'encre invisible. Silence imposé, piste Toscane, hôtel Miraggio. C'était un aveu en creux, une carte codée pour celle qui oserait lire. Je tremblais en tenant ce secret. Je n'étais plus seulement témoin, mais actrice involontaire d'une enquête interdite. J'ai suivi la piste italienne. À Florence, un réceptionniste me remit une enveloppe sans me demander mon nom. À l'intérieur, une photographie, lui, debout, près d'un balcon. Mais derrière lui, une ombre plus grande, une silhouette floue, comme un marionnettiste dissimulé. La photo n'était pas une preuve de vie, c'était un avertissement. J'ai compris que chaque pas me rapprochait d'un mur invisible. L'enquête n'était pas une route, mais un labyrinthe construit pour perdre ceux qui s'y aventurent. Les pistes existaient, oui, mais elles étaient interdites par essence, protégées par le pouvoir, verrouillées par le luxe, gardées par la peur. Pourtant, j'étais déjà trop loin pour reculer. Le silence qu'on m'imposait devenait une arme que je refusais d'accepter. Et dans le reflet des miroirs d'hôtel, je voyais mon propre visage se confondre avec le sien, celui d'un disparu en sursis. La vérité ne se livre jamais intacte. Elle se cache sous des couches de vernis, de mensonges polis, de silences payés au prix fort. Quand j'ai ouvert le coffre 713 de l'hôtel Meurice, le code Hélène encore tremblant sur mes lèvres, j'ai senti le poids de tout ce que je n'aurais peut-être pas dû savoir. À l'intérieur, un dossier épais, un carnet de cuir et une photographie où il souriait faiblement, entouré d'hommes dont les visages étaient soigneusement grattés. Les documents révélaient un réseau souterrain, entreprises, écrans, comptes numérotés, signatures cryptées. Mais ce n'étaient pas seulement des preuves financières, c'étaient des fragments de vie brisés, noms de familles ruinés, héritiers poussés à l'exil, héritières mariées de force pour couvrir des dettes de pouvoir. Il avait accumulé ces pièces comme un juge secret, préparant une arme qu'il n'eut jamais le temps de brandir. Le carnet de cuir, plus intime, me glaça davantage. Chaque page portait des dates, des initiales, des lieux. Mais entre les lignes sèches se glissaient des phrases presque tendres, comme des confessions. J'ai aimé hors des règles. J'ai trahi par survie. Je disparais pour qu'elle vive. Était-ce moi, cette « elle » ou une autre, dont le nom ne devait jamais franchir le papier? Je lus et relus, incapable de savoir si j'étais l'ombre ou la lumière de ses aveux. Les preuves que j'avais entre les mains expliquaient son effacement. Il n'avait pas été victime d'un hasard, mais d'un choix. Ses ennemis avaient dressé le décor, mais c'est lui qui avait franchi la porte. Il avait compris que rester signifiait être broyé par le cercle et que partir, c'était devenir l'arme qui le menaçait. Il avait choisi de disparaître pour donner corps à la vérité, quitte à laisser derrière lui des fantômes. Pourtant, plus je découvrais, plus l'étau se resserrait. Des visages inconnus me suivaient dans les gares, des voix anonymes me soufflaient d'abandonner. Chaque page du dossier était une condamnation en sursis, mais j'avais franchi le seuil de non-retour. Ces secrets étaient devenus les miens. Refuser de les porter aurait été le trahir une seconde fois. La photographie grattée restait l'énigme la plus lourde. 3 silhouettes, coudes liés, visages effacés. Étaient-ce ses complices, ses geôliers, ses ennemis? Je caressais les ombres du doigt, espérant qu'une chaleur s'en dégage. Rien. Seulement la froideur d'un mystère plus grand que nous deux. J'ai compris que la vérité enfouie ne se dévoilerait jamais complètement. Elle m'entraînerait à mon tour dans ses profondeurs. Alors j'ai brûlé une partie des documents, ceux qui pouvaient condamner des innocents. J'ai gardé le carnet et la photo. Le reste, je l'ai confié à une cage dont moi seul connais l'existence. Ce geste n'était pas seulement prudence, c'était un serment intime. Je continuerai son combat, mais à ma manière. La disparition du ministre n'effacerait pas son histoire. Elle deviendrait ma voix. Les nuits suivantes, je rêvais de lui, debout sur un quai désert, me tendant la main sans jamais la toucher. Je me réveillais en sueur, le carnet serré contre ma poitrine. Les secrets ne dorment pas. Ils hantent, ils réclament, ils consument. Je n'étais plus son amante cachée.
J'étais la gardienne de sa mémoire, la dépositaire involontaire d'un pouvoir trop lourd. Un soir, en relisant ses notes, j'ai découvert une phrase codée. Les premières lettres de chaque ligne formaient le mot « rédemption ». C'était peut-être son ultime aveu, ou son dernier espoir. Il n'avait pas fui pour se sauver, mais pour que la vérité survive, quelque part, même dans l'ombre. Cette révélation m'a brisée et reconstruite en même temps. Aujourd'hui encore, je marche entre le luxe qui brille et les ombres qui avalent. J'entends sa voix dans chaque silence doré, je vois son reflet dans chaque vitre teintée. Le ministre a disparu, oui, mais sa disparition est devenue une vérité enfouie qui palpite dans mes veines. Et tant que je respire, je porterai cette énigme comme une couronne d'épines, un luxe de douleur et un serment de mémoire. Depuis sa disparition, chaque lieu que je traverse garde une empreinte de lui. Les salons dorés, les ports privés, les hôtels aux tapis épais, tous me renvoient son absence comme un miroir brisé. Je ne suis plus seulement la femme qu'il a aimée en silence. Je suis devenue celle qui porte son histoire, avec ses éclats de luxe et ses fractures d'ombre. Sa voix résonne encore, parfois dans mes rêves, parfois dans le froissement d'un manteau au détour d'une rue. Je m'interroge chaque jour. Justice sera-t-elle un jour rendue? Ou bien son nom restera-t-il enfermé dans les coffres du pouvoir, étouffé par des promesses dorées et des secrets interdits? Le silence qu'on m'impose est lourd, mais il n'a pas le poids de son souvenir. Les cicatrices de son absence s'étirent comme des lignes invisibles, me rappelant que la vérité ne disparaît jamais vraiment. Elle se déguise, elle attend, elle brûle sous la surface. Alors je continue à raconter, non pas pour moi seule, mais pour qu'il ne sombre pas dans l'oubli. Chaque mot est une résistance, chaque souvenir une flamme contre l'effacement. D'autres mystères viendront, d'autres disparitions nous entreront. Mais si vous êtes encore ici, c'est que vous aussi cherchez à comprendre. Restez avec moi, la prochaine histoire vous révélera d'autres ombres, d'autres vérités qu'on voudrait taire.